Je salue également mes collègues du conseil départemental qui nous ont rejoints. Vous entendez ou vous entendez pas? Vous entendez pas? Ah bon. Et là, vous entendez ou pas? Bon. Bien, j'ouvre donc cette assemblée générale qui fait suite à notre conseil d'administration. Dominique Jossaume, le maire de Fontenay-Mauvoisin, chez lequel nous avons fait une très belle inauguration il y a 8 jours en présence du président du Sénat et de Sophie Primas, et de Pierre Bédier, bien sûr, m'a donné son pouvoir. Geoffrey Bax de Keating a donné son pouvoir à Stéphanie Briolant. Alain Seigneur a donné son pouvoir à Madame Claire Chéret. Elisabeth Sanjivi a donné son pouvoir à Nadine Gohard. Grégory Garestier à Marc Hertz. Patrick Dauge à Stéphane Jeanne. Joël Mariage à Jackie Joubert. Michel Aubry à Jean-Claude Langlois, Thierry Navello à Jacques Nédélec, Sylvain Durand à Denise Planchon, Annéry Lepalec à Jacques Troget, Vanessa Auroy à Patrice Berquet et Jean-Marie Tétard à Josette Jean. Ça vient d'arriver, Josette. Nous pouvons donc tenir notre séance, l'Assemblée générale de toute façon n'étant tenue par aucune règle de quorum. Je remercie tout particulièrement Monsieur le maire des Brévières. Alors, je ne sais pas s'il est là maintenant, parce qu'il avait une autre réunion, mais il m'a dit qu'il nous rejoindrait à la fin de cette réunion. Je salue également les représentants des nouveaux adhérents, puisque nous avons enregistré depuis la dernière Assemblée générale plusieurs nouvelles adhésions, venues notamment de syndicats intercommunaux à vocation scolaire ou de syndicats des écoles, pour faire court. Donc, je mentionne le CIVOS de la Pointe du Diamant, qui est représenté ce soir notamment par... Comment? Alors, le CIVOS de la Pointe du Diamant, Josette, ça regroupe les communes d'Allainville-au-Bois, Boinville-le-Gaillard, Orsonville et Paray-Douaville. Voilà. Et ce syndicat est représenté ce soir par M. Jean-Louis Flores, le maire de Boinville-le-Gaillard. Je salue également le représentant du syndicat intercommunal des écoles de Rochefort-en-Yvelines et de Longvilliers, qui est représenté par le maire de Rochefort-en-Yvelines, M. Sylvain Lambert. Il n'est pas encore arrivé. Et enfin, le syndicat intercommunal à vocation scolaire Boinvilliers, Flacourt, Roset, Villette, qui vient d'adhérer. Et vous serez amené d'ailleurs à vous prononcer sur cette adhésion, enfin en tout cas on l'a ratifié plus exactement en conseil d'administration, et qui est représenté notamment, enfin normalement par la maire de Flacourt. Bon, au total, Ingénierie compte donc désormais 192 communes, 5 EPCI et 7 syndicats, c'est-à-dire 204 adhérents. Je propose à Madame Claire Cheret, la maire de Cernay-la-Ville, si elle veut bien le faire, la fonction de secrétaire de séance. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Alors, un petit point rapide sur les activités d'ingénierie. Nous avons enregistré la vie quotidienne, un certain nombre de départs et un certain nombre d'arrivées. Départ de Cornelis van der Laan, départ qui a pris effet physiquement depuis le début du mois d'octobre, même s'il prendra effet juridiquement au 1er janvier, de Manuela Bourjac, que vous connaissiez toutes et tous, qui a donc pris sa retraite en même temps que son mari prenait sa retraite du Sénat, et ils sont partis s'installer à Dinard, où je suis convaincu qu'ils seront ravis de pouvoir vous accueillir si vous êtes de passage dans leur région. Nous avons enregistré un certain nombre d'arrivées, celle de M. Guillaume Ingré, celle de Mme Charlotte Brem, chef de projet de transition énergétique et énergie renouvelable. Nous avons accueilli 2 apprentis, une sur le pôle juridique et l'autre sur le pôle sauvegarde et transmission des patrimoines. Nous avons enregistré le départ de M. Christophe Barbara, qui s'était vu confier le nouveau pôle énergie, environnement, opérateur qui avait été créé à la fin de l'année dernière. Pour des raisons à la fois personnelles et familiales, M. Barbara a souhaité vivre sa vie ailleurs que dans la région Île-de-France, d'ailleurs, je crois. Donc, il nous a quittés et nous l'avons remplacé par Mme Carole Forté, qui est donc qui était chef de projet énergie
et qui a été nommé responsable de ce nouveau pôle. Et par ailleurs, nous poursuivons des recrutements au pôle juridique. Avec ces allées et ces venues, l'effectif d'ingénierie reste constant désormais. Il est stabilisé. Il a beaucoup progressé au cours des 2 dernières années, puisqu'on est passé grosso modo de 16 ou 17 personnes à 31 agents. Donc voilà, maintenant je considère qu'ingénierie a fait le plein et dispose de toutes les compétences nécessaires pour exercer ses activités, y compris en intégrant l'élargissement du cercle de nos adhérents, qui est devenu une réalité depuis notamment la modification statutaire de la fin de l'année dernière. Mais M. Pasco sait que désormais, il doit faire avec, grosso modo, un effectif constant. Alors, pour ma part, je vais reprendre mes tournées dans les différentes communes du département. Je serai le 5 décembre dans le bassin mantois et le 14 décembre, je serai dans le sud Yvelines. Et par ailleurs, nous allons achever le cycle des séminaires sobriété énergétique. Nous avions pris l'initiative au printemps d'organiser des séminaires sur une demi-journée entièrement consacrée à un thème d'actualité et qui, je sais, vous préoccupe particulièrement. C'est le thème de la sobriété énergétique. Nous avons tenu 3 réunions de ce type avant les vacances d'été. Nous en tiendrons 2 supplémentaires. Le 14 novembre, nous réunirons les élus de la communauté de communes de Haute-Vallée de Chevreuse et les communes rattachées aux communautés de communes Cœur d'Yvelines d'une part et à la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc d'autre part. Donc ça, c'est le 14 novembre. Et le 28 novembre, nous réunirons les communes de GPSEO et les communes rattachées d'une part à la communauté de communes de Gallimauldre, d'autre part à la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. De sorte qu'à la fin de l'année, nous en aurons terminé avec les séminaires sobriété énergétique. Ça ne veut pas dire que nous en aurons terminé avec le problème, mais enfin nous aurons fait passer tous les messages utiles aussi bien aux élus qu'aux techniciens qui, dans vos communes, suivent ces sujets. Et nous resterons évidemment à votre disposition pour résoudre les 1001 problèmes auxquels vous allez devoir faire face dans ce domaine. Nous organiserons le 12 décembre à Thoiry une matinée d'information sur la question de la voirie. Alors je sais que cette question de la voirie préoccupe beaucoup les maires des communes rurales. Le triennal de voirie a été restructuré dans son contenu et dans sa présentation, donc ce sera l'occasion de présenter cette révision. Et on abordera plus particulièrement ce jour-là 3 grands sujets. Les cours d'école, donc l'imperméabilisation des cours d'école, les espaces de stationnement perméables et la pérennité des structures, des routes et des chemins communaux. Donc vraiment, toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les questions de voirie, vous pouvez venir à cette matinée de travail le 12 décembre, vous pouvez venir avec vos adjoints en charge du sujet, vous pouvez venir avec vos collaborateurs. La réunion aura une dimension technique assez forte, ça se déroule sur une matinée, donc on ne va pas se contenter de généralités, on essaiera de vous donner un maximum d'indications et de données pratiques, concrètes, pour vous permettre de faire face, encore une fois, aux difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Le projet Mobility, qui est le projet pilote en cours de déploiement dans 13 communes actuellement dans les Yvelines, projet pilote de mise à disposition d'un véhicule électrique et d'installation de 2 bornes de recharge. Ce projet avance. Alors, comme tous les projets, il a rencontré des difficultés inattendues. Mais enfin, aujourd'hui, les 13 communes sont équipées. Nous avons eu des problèmes de raccordement électrique sur 6 communes, et notamment, je vois que la maire d'Orvilliers est sensible à cette difficulté, donc on a eu quelques problèmes à résoudre. Ils sont aujourd'hui résolus, ces problèmes, M. Pasco? Par les derniers raccordements qu'on attend, électriques. Bon, je rappelle que cette expérience vise à mettre à la disposition des communes un véhicule électrique, qui est soit un véhicule de tourisme, soit un véhicule utilitaire, à installer 2 bornes, que le véhicule a vocation à être utilisé par le maire, par son équipe municipale, par les associations de la commune, et, ce qui justifie l'intervention du département, par les personnes bénéficiaires du RSA. Voilà. Et on fera un bilan de cette expérience au printemps, avant de le généraliser, si le bilan de l'expérience
s'est révélé concluant. Nous avons par ailleurs démarré, ou nous allons démarrer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent plus exactement, le déploiement au bénéfice de vos communes de ce qu'on a appelé les brigades vertes. Je vous rappelle le principe. Ces brigades, ce sont des équipes spécialisées dans l'entretien des espaces verts. Et ces équipes, elles ont vocation à venir dans vos communes 1 ou 2 fois par an, pour une période comprise entre 2 ou 3 jours ou 1 semaine. Et pendant la période où elles sont à votre disposition, c'est vous qui définissez la mission à accomplir. Mais ensuite, la brigade se déploie, elle est équipée, elle est encadrée et elle a été formée. Par contre, c'est vous qui lui dites ce que vous voulez qu'elle fasse sur le territoire de votre commune. Donc on démarre avec combien de communes, Monsieur Pasco? 10. Vous pouvez rappeler... Non, c'est peut-être pas opportun de rappeler le nom des heureux bénéficiaires. Bon, en fait, les 10 premiers chantiers vont démarrer début décembre, puisqu'il y a eu un recrutement de 100 agents en insertion en fait, sur les 6 derniers mois, donc, qui ont été formés. Et puis, dès le démarrage, donc, je pense à partir de fin décembre, toutes les communes qui avaient répondu à notre questionnaire, il y en a 45 à ce jour, mais vous pouvez encore répondre et nous solliciter. Vous serez tous visités par le responsable des brigades vertes pour identifier les terrains que vous voulez entretenir, hein, avec des unités d'œuvre qui sont définies. Il y a un modèle économique qui a été arbitré par le département par rapport à cette prestation. Une prestation à la semaine, en coût, ça coûte 4 000 €, y compris les reversements insertion que le département touche. Ce qui nous a été demandé, c'est quand même de solliciter nos adhérents, alors de façon symbolique, mais quand même, et de vous demander une participation de 10% de ce montant, en fait, de 400 €, pour pouvoir bénéficier d'une équipe pendant une semaine de 5 à 6 personnes. Voilà. Donc il y a des conventions qui seront produites, évidemment, hein, puisqu'il y a une contrepartie financière. Et le reste du coût, en fait, sera financé par la taxe ENS que collecte le département, en fait, voilà, qui n'est pas tout utilisée. Donc c'est ça en fait qui fait l'équilibre économique de cette opération. À la fois une taxe que l'État verse, donc c'est bien de profiter des taxes de l'État pour une fois, et puis votre petite participation. Alors j'en profite pour faire un point sur les finances du département. La principale ressource du département, ce sont les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, qu'on appelle parfois les frais de notaire, et qui sont évidemment directement indexés sur l'intensité des transactions immobilières qui se réalisent dans notre département. La crise immobilière, elle est là. Elle n'est pas là seulement dans le département des Yvelines, mais elle est là, entre autres, dans le département des Yvelines. Et cette ressource, les DMTO, elle représentait pour le département des Yvelines une somme de 500 millions € par an. 500 millions € par an. C'est-à-dire la moitié du budget du département des Yvelines. Le budget du département des Yvelines, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Eh bien, la principale ressource, ce sont les DMTO. Le département n'a aucune marge de manœuvre sur les DMTO. Ce n'est pas lui qui fixe les taux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le département n'a plus aucune marge de manœuvre fiscale. À la différence de vos communes, alors ça, je sais que je vais vous faire réagir en disant ça, mais à la différence de vos communes qui conservent encore la possibilité de faire varier le taux de la taxe foncière, le département, lui, il n'a plus aucune autonomie fiscale. Et s'agissant donc de cette recette de DMTO, elle s'annonce cette année en baisse de l'ordre de 30%. 30%. C'était 27% quand on s'est réunis en séance de conseil départemental il y a une dizaine de jours, et tout laisse à penser qu'à la fin de l'année, on enregistrera une baisse de 30% sur cette recette. Alors 30% appliqué à 500 millions, je vous laisse faire le calcul, il est assez facile à faire. Bon, donc vous voyez que le département va être amené à réviser de manière substantielle son budget, ce qui veut dire d'ailleurs que probablement le département ne votera pas son budget au mois de décembre, mais qu'il le votera sans doute en janvier ou en février, lorsque Pierre Bédier aura obtenu de ses services tous les éléments nécessaires à la présentation de ce document financier à l'Assemblée départementale. Alors, Pierre Bédier l'a déjà dit,
donc je ne fais que le répéter, le département fera tout pour épargner au maximum ce qu'on appelle le bloc communal. Donc le département fera tout pour faire en sorte que l'effort d'économie qui va s'imposer à lui, et qui va s'imposer à lui dans la durée, parce que la crise immobilière, elle est là. Il suffit de lire les journaux, de consulter vos administrés, de leur demander s'ils trouvent facilement des logements, de leur demander à quel taux ils peuvent emprunter aujourd'hui pour s'acheter une maison, enfin, etc., ou un appartement. Donc la crise immobilière, elle est là, et il est probable qu'elle va durer. La dernière grande crise immobilière dans notre pays, c'était 91, ça s'est terminé en 97, 98. Bon. Donc on a une perspective de perte de recettes financières pour le département qui est considérable. Donc le département va réagir en faisant une revue générale de ses dépenses, en taillant au maximum dans les dépenses de fonctionnement. Le département va tout faire pour essayer de conserver son rôle moteur, son rôle de locomotive de l'investissement public dans le département. Et vous savez que ce rôle, il passe très largement par vous, par les communes, parce que ce sont les communes qui sont le fer de lance de l'investissement public dans notre pays, ce n'est pas l'État. L'État tout-puissant, il pèse à peine 20% de l'investissement public dans notre pays. Ce sont les collectivités territoriales. Donc Pierre Bédier est décidé à tout faire pour protéger le bloc communal. Est-ce qu'on arrivera à maintenir un soutien aussi important que celui qu'on a apporté à ce bloc communal au cours des 5 dernières années? Je ne sais pas. Je rappelle que ce soutien, il a été plus que doublé au cours des 5 dernières années. Donc le département des Yvelines a fait un énorme effort en direction du bloc communal. On va continuer à soutenir l'ensemble des communes, mais l'intervention d'ingénierie qui vous aide à concevoir vos projets, à les calibrer sur le plan technique, mais aussi à les calibrer sur le plan financier. Et je sais qu'en matière de rénovation énergétique, il ne faut pas se tromper. Parfois, il y a des bureaux d'études qui viennent vous voir avec des projets faramineux, et quand M. Pasco met son nez dans le devis, il est capable de vous le diviser par 2. Donc le rôle d'ingénierie pour faire face dans un contexte financier difficile à vos besoins d'investissement, notamment sur ce chantier de la transition énergétique, il est très important. Et ensuite, on fera en sorte, au moment de la présentation des délibérations de financement proprement dites au sein de l'Assemblée départementale, on fera en sorte d'épargner au maximum le bloc communal dans les économies qui vont s'avérer nécessaires. Donc, une demande de participation de 10% du coût réel pour les brigades vertes, voilà, ça se situe dans un contexte d'ensemble et je pense que c'est acceptable. La réputation d'ingénierie, elle s'est construite d'une part sur la performance et l'excellence technique de ses collaborateurs, de ses personnels, et je voudrais d'ailleurs ce soir à nouveau leur rendre hommage sur ce point. Elle s'est construite aussi sur une politique de gratuité du service rendu aux communes. Nous restons fidèles à ce principe de gratuité, mais pour certaines interventions, et c'est le cas notamment des interventions nouvelles, je pense notamment à l'affaire des brigades vertes, nous serons amenés, dans ce contexte financier difficile, à vous demander une participation dont je crois qu'elle reste modique, même si je ne sous-estime pas dans les temps difficiles, parce que les temps ils sont difficiles pour tout le monde. Je vous ai dit que nous, on n'a plus aucun pouvoir fiscal au département, mais je sais que la situation de beaucoup de communes est extraordinairement difficile, avec des DGF qui se sont effondrés depuis 10 ans. Tout ça, ça ne nous a pas échappé. Voilà, excusez-moi de ce dégagement un peu impromptu, mais dès lors qu'on commençait à parler finances, c'était l'occasion pour moi d'en parler. Alors, je redonne la parole à M. Pasco sur un sujet moins financier qui est le logiciel Spaliant Open Data. Oui, donc, comme on vous l'avait dit à la dernière Assemblée Générale, on a pris deux jeunes étudiants au mois de juillet pour faire les études de territoire qu'on a envoyées à toutes les communes, donc une par commune et l'EPCI pour chacune des communes. C'est que vous voyez un peu les indicateurs locaux par rapport à votre collectivité. Il faut savoir que ces études, elles peuvent être complétées. C'est-à-dire que là, on a fait des études très synthétiques, mais sur un des items où vous souhaitez plus d'informations,
on peut vous donner des informations plus précises sur des catégories, par exemple le développement de votre population, des données sur la sécurité, sur le dynamisme économique. Voilà, donc on peut construire des cahiers beaucoup plus détaillés que ça. Donc ce logiciel, il a été acheté pour vous, hein. Il faut qu'il ait un intérêt, une utilisation, donc c'est déjà le cas, mais on est à votre disposition pour compléter vos études. Ce logiciel, en fait, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que c'est aussi un outil d'aide à la décision. Par exemple, si je veux agrandir mon école ou agrandir la restauration scolaire, ce n'est pas facile de savoir, et en fonction des logements qui sont construits sur la commune ou des mutations, ce n'est pas facile de savoir de combien j'agrandis cette cantine, est-ce que je dois construire un centre d'accueil de loisirs ou est-ce que le mien est assez grand pour les années qui viennent. Donc c'est ça aussi le sujet, c'est que vous ayez des indicateurs qui sont tous des indicateurs fiables, INSEE, hein, ça ne va pas chercher des informations n'importe où, pour que vous puissiez affiner vos décisions et puis les prendre de meilleure façon. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un mot sur le site Internet qui continue à se développer. Nous avons ouvert la semaine dernière l'accès à nos adhérents, notamment pour le pôle juridique et commande publique. Vous savez que dans le site Internet, il y a une base documentaire pour les adhérents. Donc, elle est désormais accessible pour toute la partie juridique et commande publique. Nous avons une série de projets de convention en cours de négociation avec plusieurs de collectivités adhérentes d'ingénierie ou avec des partenaires. Convention, donc, je les mentionne rapidement, avec la CCPH pour l'aménagement de son hôtel de communauté notamment, avec la CCPIF, même motif, auquel s'ajoutent la MAPA de Freneuse et la MARPA de Bréval, ainsi qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la future maison médicale de Bonnières-sur-Seine, une convention avec la carte, toujours pour l'aménagement d'hôtels de communauté, une convention avec Saint-Arnoux en Yvelines, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage à nouveau pour une maison médicale, et 2 conventions respectivement avec le PNR de Chevreuse et le PNR du Vexin. Nous avons voté au département, lors de la dernière séance du conseil départemental, l'adoption d'une série de contrats ruraux au bénéfice des communes de Blaru, de Crépierre, dont je salue le maire, de Guitrancourt, de Tessancourt-sur-Aubette. Nous avons également voté des carnets d'entretien pour les églises d'Allainville-aux-Bois, de Bonnel, de Châteaufort, de Maule, de Nézel et de Saint-Lambert-des-Bois. Alors j'en profite pour dire que je suis conscient qu'entre le moment où vous nous donnez votre accord pour souscrire un carnet d'entretien pour un bâtiment patrimonial, une église en général, mais pas seulement, entre le moment où vous donnez votre accord, et après avoir fait délibérer, j'imagine, votre conseil municipal, et le moment où le conseil départemental ratifie cette décision en inscrivant le carnet d'entretien en dépenses du conseil départemental, il peut s'écouler un délai, je ne citerai pas de nom de commune, il peut s'écouler un délai qui vous paraît excessif. Ben, sachez qu'il me paraît excessif à moi aussi, et que donc on va faire en sorte avec M. Pascot de pousser un peu les feux du côté du conseil départemental, de manière à ce que toutes les demandes de carnet d'entretien qui ont été formulées depuis le début de l'année puissent être ratifiées avant la fin de l'année, au plus tard à la séance de décembre, par le conseil départemental. Nous avons également, le conseil départemental a également dégagé des crédits pour des opérations de restauration des patrimoines à Flacourt, à Bennes, à Jouarre-Pontchartrain, à Villiers-le-Mahieu, à Évêquemont. Et enfin, le conseil départemental a révisé la convention de partenariat qui le lie à ingénierie. Et à l'occasion de cette révision, le montant total de la subvention du conseil départemental à ingénierie a été porté pour l'année 2023 à 1 250 000 €. Alors, il y a 2 points qui appellent une explication un peu plus large et qui méritent qu'on s'arrête quelques instants. C'est le triennal de voirie, dont il sera donc beaucoup question le 12 décembre. Mais M. Pascot, vous souhaitez peut-être déjà en dire un mot, ne serait-ce que pour mettre l'eau à la bouche de tous nos amis. Et puis, la nouvelle politique contractuelle sur les contrats ruraux. Alors, le triennal de voirie est maintenu avec les mêmes plafonds, les mêmes montants. Par contre, les aides de voirie pour les communes ont été regroupées au sein d'un même dispositif. Donc, tous les dispositifs auxquels vous aviez accès de sécurisation au droit DRD,
de réhabilitation, de restructuration des voiries intercommunales, par exemple, ou de liaison entre les communes. Tout ça a été mis dans le règlement et on a aussi demandé au département d'intégrer de nouvelles dépenses éligibles en fait, dans ce triennal de voirie, notamment concernant l'éclairage public, un peu la vidéoprotection, ce qui était un peu déjà le cas, mais que pour le génie civil. On a fait une demande aussi concernant, alors il y a beaucoup de communes qui ont des besoins d'extension de réseaux d'eau potable pour alimenter des hydrants, et puis tout ce qui est intervention sur les mares, les abreuvoirs à chevaux et les systèmes hydrauliques communaux, donc de l'assainissement communal qui est hors compétence GEMAPI et hors compétence, transfert de compétences assainissement. Voilà, donc vous allez recevoir, c'est en train de se finaliser, les tableaux de répartition de voirie avec les montants auxquels vous avez droit, vous et EPCI. C'est pour ça que vous n'avez pas encore été notifié en fait, du triennal, mais le règlement, nous, on l'a déjà travaillé. Il me semble qu'on l'a déposé sur le site internet, ou pas, à vérifier, mais je pense que sinon, ça serait bien de le faire. Ça a été fait? En cours, donc c'est pas fait. Donc ça sera fait rapidement. Voilà. Voilà, donc le triennal de voirie, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, le dispositif est maintenu. Il est important parce que vous le sollicitez beaucoup. Et on est en train d'engager des discussions. Alors ça concerne les communes qui sont sur le bassin de GPCO, très, on va dire, très actives avec GPCO pour qu'ils puissent vous libérer, quand vous avez un projet communal, une part du triennal, ce qui se fait dans d'autres EPCI, par exemple avec Rambouillet Territoire. Rambouillet Territoire, si la commune délibère et que Rambouillet Territoire délibère, le Rambouillet Territoire libère une partie du triennal pour faire un projet communal. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec GPCO. Vous savez qu'ils sont très rapides dans leurs décisions, donc c'est très simple à mettre en place, mais en tout cas, on voudrait qu'il y ait une équité de traitement de toutes les communes rurales, quel que soit l'EPCI, pour pouvoir faciliter les choses. Et vous restez quand même maître d'ouvrage et propriétaire de vos voiries. Hein, donc, à un moment donné, c'est quand même à vous de décider dans l'absolu, même si l'EPCI permet d'avoir un levier fiscal qui est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est un combat qu'on mène en off. D'ailleurs, bientôt, je vais solliciter mon président pour que ça soit off à notre niveau, mais on à son niveau, voilà, parce que ça nécessite aussi des décisions politiques. Concernant les contrats ruraux, donc là aussi, pas de modification. Tout ce qui était éligible avant est éligible maintenant, mais il y a des nouvelles catégories d'éligibilité. Tout ce qui concerne la rénovation et la transition énergétique, production d'énergie, quel que soit le type de chauffage, la vidéoprotection qui est éligible maintenant, et l'éclairage public, les changements de lanterne, le passage au LED, tout ce qui est protection des milieux humides, tout ce qui est aménagement paysager, plantation d'arbres, plantation d'arbustes. Donc le règlement a été voté il y a 3 semaines maintenant. Alors il faut savoir que ce règlement, bon, c'est pas pour se mettre en avant, mais c'est la réalité. En fait, on a travaillé avec le service contractualisation du département depuis 1 an à leur faire remonter en fait tous les besoins de nos adhérents sur différentes typologies de projets, et ça a été intégré à 90%. Il y a aussi ce qui a été voté aussi, c'est la rétroactivité sur tous les contrats ruraux qui ont été adoptés par le département depuis 2019, d'une rétroactivité pour se raccorder à l'augmentation du plafond de la région. C'est-à-dire que toutes les communes qui ont souscrit un contrat rural qui est encore en cours vont pouvoir bénéficier d'une augmentation en fait, de votre contrat rural en cours de 52 000 €. Et pour les prochains, ça sera le même cas, puisqu'on monte du coup à un plafond de 650 000 et plus de 600 000 €. Donc même s'il y a effectivement cette rigueur budgétaire à laquelle nous aussi on est assujettis, nous aussi on a fait l'effort de réduction de notre budget, vous voyez que le soutien au bloc communal reste quand même très important. Dans les nouveaux contrats ruraux, mais ça à chaque fois que quelqu'un de chez nous se déplacera chez vous, on vous l'expliquera plus en détail, en fait on nous demande 2 choses, mais qu'on va apporter pour vous. C'est pour tous les travaux que vous allez engager, d'estimer la réduction de gaz à effet de serre que génère en fait votre projet. Pourquoi? Parce que comme le département le finance, le département veut aussi valoriser cette réduction de gaz à effet de serre, enfin d'émissions de gaz à effet de serre, il met ça dans son bilan aussi énergétique, ce qui est logique quelque part, vous en bénéficiez, mais le département, de par son financement, pourra en bénéficier aussi. Voilà, donc du coup, on a une approche globale qui met en avant, en évidence, la politique départementale et puis les projets des communes. Ce qui nous aide, nous aussi, quand on sollicite des aides type fonds verts, DSIL, FSIL ou autres aides auprès de l'ADEME, de mettre en avant ces bilans-là, en fait, et du fait qu'on a des vraies actions
qui ne sont pas juste des actions hypothétiques ou d'études, mais vraiment des actions avec des effets très précis. Dernier point sur les... Pardon ? Alors en fait, il y a un logiciel qui a été, un petit logiciel qui a été développé par Seine-et-Yvelines Environnement, et à chaque fois que nous on va construire un projet, on va implémenter ce logiciel, parce que quand on nous a expliqué que c'était au maire, encore une fois, d'aller implémenter le logiciel et de faire son calcul de réduction de gaz à effet de serre, je leur ai dit mais non, c'est pas possible, même pas en rêve. Donc c'est nous qui allons porter ça. Comme on fait les faisabilités et les programmes, on va le faire dès cette étape-là. Parce qu'on ne nous demande pas de le prouver après les travaux, on nous demande de le calculer au moment où on fait valider le contrat rural auprès des instances départementales. L'outil, on l'a vu, je ne le trouve pas très performant, on en a un autre qui est mieux. Donc on est en train de voir comment combiner nos deux outils. Parce que faire cet outil-là, il sert aussi à valoriser, en fait, notamment pour les projets bâtimentaires, l'atteinte des objectifs dont on vous a parlé dans les séminaires ou dont on va vous parler dans les séminaires. Décrets tertiaires, les obligations de réduction de consommation électrique et encore une fois de ces émissions de CO2. Donc autant le faire bien dès le départ plutôt que de le faire à peu près au départ et puis d'être obligé de le refaire après. Voilà. Donc nous on a une logique à dire on prend la contrainte dès le départ et on avance comme ça. Et quand on n'a pas tous les éléments ? Alors tous les éléments, si vous ne les avez pas, on va vous en parler tout à l'heure, on a une délibération, on achète en fait un logiciel auprès d'une association qui s'appelle Amorce qui va nous permettre de caractériser les éléments. Quand, par exemple, on a besoin des courbes de charge pour faire une étude photovoltaïque, puisqu'on a quelqu'un maintenant en interne qui est formé pour faire ça, et qui a un logiciel d'études photovoltaïques, on prend les factures de 2020, 2019, 2018. Si vous n'avez pas les factures, on passe par le EDF avec qui on a un partenariat, qui modélise le bâtiment et qui nous sort en fait des indicateurs de consommation électrique. Alors, c'est moins fiable que les factures, mais bon, quand ça vient d'EDF... ils connaissent quand même, avec les types de puissance que vous avez, on est capable de définir les choses assez finement. Il y a toujours on n'a pas dans les communes rurales. On n'a pas les plans, on n'a pas les DOE, on n'a pas les factures, on n'a pas les contrats. C'est toujours ça, c'est notre quotidien, on le sait très bien. C'est pas de votre fait, c'est comme ça. Donc quand on n'a pas, il faut que nous trouvions des solutions pour avoir quand même. Quoi. Voilà, c'est un peu le but de la manœuvre. Et pour les contrats ruraux, pour finir, il y a une chose qui est importante. On nous demande aussi, pour tout ce qui est éligible, il y a aussi la végétalisation des cours d'école, les réaménagements, restauration d'espaces naturels, de milieux humides. On nous demande aussi, on allait vous demander, et du coup ça va passer par nous encore une fois, de balayer en fait l'incidence écologique et environnementale. Donc il y a 12 critères qu'on doit balayer pour chacun des projets. Donc avec des explications texte, des indicateurs, des justifications techniques. Donc ça, nous, on va le faire de façon native dans l'instruction des contrats ruraux. Bon, évidemment, on vous le présentera, on fera ça avec vous, mais on va aussi le porter, parce que sinon, on se retrouvait avec, on voyait bien arriver, des temps d'instruction et des complexités d'instruction qui allaient devenir assez importantes. Donc on préfère porter la démarche. Et puis comme ça, vous n'aurez pas à vous en soucier, vous pourrez faire la sieste les après-midi, comme vous faites tout le temps, parce que vous avez très peu de travail. Voilà. Mais je le dis au effort, mais je ne le pense pas. Bien, dans la rubrique « On ne sait pas », je ne sais pas s'il y a des élus du secteur de Bréval. On ne sait pas si le parking qui est devant le collège de Bréval relève du domaine du département ou du domaine du Sicoren qui gère le gymnase d'à côté. Eh bien, on ne sait pas, mais on va bientôt savoir, puisqu'on a obtenu un certain nombre d'informations sur ce sujet. Bien, merci beaucoup, Monsieur Pasco. Nous passons à l'approbation du procès-verbal de notre dernière Assemblée générale qui avait été organisée, vous vous en souvenez, le jour du 9e anniversaire d'Ingénierie. Donc ce document vous a été communiqué. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ce procès-verbal? Si ça n'est pas le cas, je vais mettre aux voix son adoption. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Nous abordons maintenant 2 délibérations financières. La première, c'est le budget supplémentaire pour 2023. Ce budget supplémentaire, il résulte d'une part d'une subvention complémentaire accordée par le conseil départemental à hauteur de 150 000 €, de manière à ce qu'Ingénierie conserve une trésorerie
à hauteur de 300 000 €, qui est un peu pour nous notre seuil d'alerte. Et par ailleurs, nous avons enregistré également une subvention au titre du fonds vert, c'est ça, à hauteur de 160 000 €, qui n'était pas prévu non plus au budget primitif. Le fonds vert, M. Pasco vous en a parlé tout à l'heure, c'est un fonds d'État qui permet de financer toute une série d'opérations et pour lesquelles le préfet nous a demandé, enfin le préfet ou son représentant, peut-être un des sous-préfets collaborateurs, nous a demandé de faire en sorte que Ingénierie soit le guichet d'accès de l'ensemble des communes rurales au crédit de ce fonds. Donc sachez que si vous voulez accéder au fonds vert, chaque année il y a un peu une course de vitesse. Je crois que c'est cette année ou l'année dernière que dès Pâques, tout était épuisé. Ah non, c'était cette année, tout n'était pas épuisé. Non, non. Bon. Bon. Alors, tout le monde n'a pas eu, mais c'était pas épuisé. Mais en fait, on a fait dégager 100% des fonds qui étaient prévus, quoi. Très bien. Bon, sachez donc que par le canal d'Ingénierie, vous avez un accès privilégié au fonds vert. Donc tout ça se traduit par une dotation complémentaire de 310 000 €, 160 000 au titre du fonds vert, 150 000 au titre du département. Vient là-dessus en déduction une régularisation de cotisation à hauteur de 20 000 €. Et donc je suis conduit à vous proposer de voter un budget supplémentaire équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 290 000 €. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce budget supplémentaire? Ça n'est pas le cas, je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Alors, deuxième délibération financière, il s'agit de l'autorisation du quart d'investissement. Bon, nous avons un budget d'investissement, M. Pasco vous l'a rappelé, qui est extrêmement limité. Les actions d'ingénierie ont pour objet de vous permettre d'engager des travaux d'investissement importants avec des financements départementaux, régionaux, étatiques, voire européens. Mais notre budget d'investissement à nous, il est faible. Et donc, il est proposé aux membres de l'Assemblée générale de procéder à une petite ouverture de crédit en section d'investissement pour l'exercice 2023, dans la limite, comme le prévoit la réglementation, du quart du budget précédent. Donc, au total, il vous est proposé d'ouvrir, avant le vote du budget 2024, des crédits en investissement à hauteur de 9 086,43 centimes d'euros. Donc vous voyez que ça ne va pas bien loin, dont 1 250 € d'immobilisation incorporelle et le solde en immobilisation corporelle. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette ouverture de crédit au titre du budget d'investissement 2024? Je rappelle qu'on votera notre budget à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu sans doute fin janvier ou début février. Bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix cette autorisation du quart d'investissement. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Y a-t-il des questions diverses? Puisque, contrairement à ce que vous avez annoncé, M. Pasco, on ne vous soumettra pas la délibération d'adhésion à l'association Amorce, qui est une compétence du conseil d'administration que nous avons réglée tout à l'heure en réunion de conseil d'administration. Alors, y a-t-il des questions diverses? Oui, monsieur le maire. Je crois avoir vu sur le site Mobility que pour les... Alors, ça ne concerne malheureusement que 13 communes pour l'instant, mais que l'usage du véhicule électrique pour les associations serait assujetti à une location de 5 € de l'heure, ce qui n'était pas prévu au départ. Exact. Exact, alors, mais... Est-ce que je peux continuer? Oui. Je vais juste vous donner mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord que tout ça est un investissement énorme, avec un choix. Sauf qu'on est dans une période de transition, et notamment dans les petits villages ruraux. Je prends l'exemple de ce que j'ai fait pour arriver à faire venir des food trucks qui refusaient depuis des années de venir.
je leur ai fait la joie de pouvoir venir sans aucune demande j'ai peur le mot, du domaine public. Je l'ai fait pendant 1 an. Maintenant, ils viennent, il y a de l'animation dans le village et je vais justement les faire participer à partir de maintenant avec une convention pour l'usage du domaine public et rentrer donc dans les clous. Et j'ai lancé, on va dire, le processus d'animation du village. Je trouve, alors c'est un avis tout à fait personnel, je suis très favorable à développer ce projet pilote et je vais essayer de travailler pour aider au développement de ce projet. Mais voilà, je tenais à préciser que je ne suis pas tellement d'accord avec ces 5 €, parce que 5 € de l'heure, les associations vont utiliser minimum la voiture pendant 2 heures. J'ai déjà des exemples et je connais une personne de mon conseil municipal qui s'occupe des anciens, qui les emmène à l'hôpital et tout ça, et où le véhicule sera un très bon moyen de partage et d'autopartage vraiment pour pouvoir faire des actions pour les anciens, pour les jeunes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre au point. Et ces 5 € vont se transformer en 10 € pour 2 heures. Et elle va me dire, bah, écoute, je continue à utiliser ma voiture parce que c'est pas très intéressant, il faut que j'aille chercher la voiture, il faut que je paye 10 €. Et tout va tomber à l'eau. Et j'ai peur que ce soit un effet extrêmement négatif. Moi, j'ai vraiment envie que ce projet marche. C'est un projet de transition. Il faut qu'on éduque les gens à partager un véhicule. Il faut qu'on éduque un mode de transport qui est en pleine évolution. Et voilà, et je trouve que ça va être un frein qui ne va pas rapporter grand-chose, à mon avis. Et je pense qu'il faudrait plutôt jouer le jeu de la gratuité dans un premier temps. Et peut-être qu'après, on participera de bon cœur pour lancer tout ça avec peut-être même d'autres véhicules. Voilà, je vais vous donner mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Pasco, est-ce que c'est une décision que nous avons prise, nous? Non, alors, oui. En fait, sur le modèle économique du dispositif VRVE, alors ça nous fait rigoler depuis quelques mois, mais des fois, ça ne nous fait pas tant rigoler que ça. Il y a un autre opérateur qui a fait, c'est des consultants qui parlent en anglais, donc le build, la construction, et nous, on fait le run. Nous, on court, voilà, et on fait l'exploitation du dispositif. Lorsqu'ils ont pris cette décision pour les associations, nous, on leur a dit clairement, attention, d'abord les recettes, vous savez qu'elles vous sont rendues de la borne, donc c'est à vous de décider du tarif dans l'absolu. Et vous auriez dû être consulté pour ce tarif. Donc là, encore une fois, on ne va pas lâcher l'affaire. Ça, c'est une discussion avec Seine-Yvelines Numérique, parce que ce n'est même pas une décision départementale. Voilà. Donc notre président est aussi administrateur, hein, c'est ça, auprès de Seine-Yvelines Numérique. Donc ce n'est pas rentré dans l'oreille de sourd, ni mon président, ni moi-même. Et ça, c'est un sujet sur lequel on va faire évoluer les choses. Quand on va faire le bilan, en fait, on fera un premier bilan en mars-avril et puis un bilan définitif en juin. C'est des sujets pour lesquels, comme nous on fait habituellement, on va envoyer des questionnaires aux utilisateurs et puis on va avoir leur ressenti. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les données de terrain pour prouver quelquefois qu'une méthode ne fonctionne pas ou n'est pas optimisée. Et ce pilote, en fait, il sert aussi à ça. Il sert à ajuster les dispositifs, les tarifs, les utilisations. Il y a l'optimisation, on en parlait tout à l'heure au CA, d'utilisation par les personnes bénéficiaires du RSA. Là, il faut que le TAD soit plus proactif. Il y a une communication qui n'a pas encore été faite, en tout cas pas suffisamment, sur la promotion de ce dispositif auprès des habitants, auprès des bénéficiaires du RSA, des associations et autres. Donc ça, c'est le volet que SIN doit porter aussi. Comme ça a traîné un peu, en fait, c'est le service communication du département qui s'est approprié le sujet à notre demande et qui, là, va matraquer en communication. Parce que si on vous accompagne pas pour la com, ça ne fonctionnera pas non plus. Mais ce sujet de tarif, il faut écrire. Écrivez à nous, écrivez à SIN, écrivez au président du département et mettez en avant cet argument, d'autant plus que les recettes, c'est vous qui les collectez. Comme vous collectez la recette, comme pour toute autre régie en fait, dans vos activités, c'est vous qui définissez le tarif de régie. Ça ne peut pas être un opérateur externe. Donc juridiquement, déjà, ça ne tient pas. Donc c'est vous le patron, monsieur le maire, pour dire les choses très clairement. Et si vous voulez fixer ce tarif à 1 €, ben vous le fixez à 1 €. Si vous voulez faire la gratuité parce que vous considérez qu'au démarrage de l'expérience, il faut attirer le public associatif avec la gratuité, vous avez la possibilité de le faire.
Ce que vous n'avez sans doute pas la possibilité de faire, c'est d'encaisser 5 €, puis ensuite de le restituer sous des formes diverses et variées. Ça, à mon avis, ça serait contraire aux règles de la comptabilité publique. Il faut éviter. Mais voilà, donc c'est vous le patron. Et je ne sais pas qui vous a dit que ce tarif de 5 € s'imposait à vous, mais en fait, il ne s'impose pas. C'est écrit sur le site. Oui, ah bah, on va le changer, ça, M. Pasco. Hein. On va le changer parce que moi, je suis très sensible à l'argument de M. le maire. On est dans une phase de démarrage. Tout à l'heure, Josette nous a parlé du ressenti dans sa commune. Pour l'instant, ça démarre mollement. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses. Hein. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Pour l'instant, ça démarre mollement, pour des raisons qu'il faudra qu'on analyse quand on fera un premier bilan. Mais c'est vrai que dès lors qu'on sait que ça démarre mollement, on peut avoir, vis-à-vis du public associatif, qui est quand même un public important pour cette expérience dans les communes, on peut avoir une attitude d'ouverture tarifaire. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs les maires des 13 communes concernées, c'est vous les patrons pour la fixation de ce tarif. Et on va corriger le site Internet. Merci. Monsieur le maire. Juste la consommation électrique, parce que bon, on n'avait pas à charge de qui. La consommation, elle est prise en charge par le département. Le département paye les abonnements, les consommations électriques, paye tout. Le département paye tout. Ça, on l'avait dit dès le début. L'entretien de cette des expérience. véhicules, enfin absolument tout. Et l'énergie produite par les ombrières est attribuée à la commune du site d'implantation. Hein. C'est réinjecté dans le réseau. Oui. Voilà. Alors, moi, je suis ravie. Je trouve que c'est quand même... on a de la chance, hein, quand même, dans les Yvelines. On a quand même des super projets. Enfin, c'est super. Moi, j'attends juste que ça soit branché. J'ai pas osé faire... Il faut changer de syndicat électrique, Voilà, Marie. j'ai pas osé faire de vraie communication parce que trop d'interrogations, ça fait un petit bout de temps. Là. Non, mais tant que c'est pas branché, Mais ça tant peut, que c'est pas ça branché, il peut vaut mieux ça pas peut aller. communiquer, ça c'est Alors, sûr. J'ai même le véhicule, on m'a dit qu'il fallait venir chercher. Parce que comme on ne peut pas brancher non plus comme ça, donc il nous reste 100 km à faire, on ose à peine le prendre pour pas tomber en... Mais ça va durer combien de temps ce problème Alors, de non. branchement électrique là qui est lié... Non, mais il y a un problème entre Enedis et un syndicat d'électricité dont j'ai oublié le nom. Non, c'est la demande de branchement. Alors, il faut savoir qu'on a un contrapec qui s'appelle Guillaume, qui a été recruté pour faire l'entretien, le suivi des véhicules, ceci, cela. Donc, il tourne sur les bornes, mais pareil, on dit, bah, tant que c'est pas branché, c'est pas la peine d'y aller. Hein, parce que, voilà. Même s'il va en voiture électrique, c'est quand même pas neutre. Puis, s'il tombe en panne, il peut pas se brancher sur la borne, lui non plus. Non, en fait... là où je voulais en venir, j'ai perdu le fil de ce Le problème du branchement électrique, là, quand est-ce que ça sera résolu? On a demandé des prises en fait au garage du département. Donc pour recharger vos véhicules, Guillaume va passer pour pouvoir brancher une prise domestique à la mairie pour recharger le véhicule. On a eu les prises avant, c'était quand Laure il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Elle est où Laure? Elle est partie? Bon, peu importe. Voilà, donc c'est Guillaume qui va venir recharger les véhicules avec une prise domestique sur votre mairie, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Si, bien sûr que si. Par contre, on les a. Ouais. Par contre, c'est pas une charge semi-rapide à 11 kg comme sur les bornes, c'est sur votre compteur. Donc là, du coup, c'est vous qui allez payer le courant. Normalement, on nous dit ça depuis 3 mois, donc je deviens méfiant. Mais normalement, à début novembre, tout devrait être accordé puisque le syndicat a enfin pris en charge les dossiers. Bon, engagement de M. Pasco, tout ça est réglé non, le syndicat. À la rentrée des vacances de la Toussaint. Monsieur le maire, à nouveau. Syndicat, alors. J'avais pas fini, mais je reprends. En Rambouillet territoire, on a donc 38 communes et donc on est équipé en borne électrique. Rambouillet territoire paye une consommation jusqu'à l'année dernière. Et on payait à peu près 50 000 € par an de consommation électrique. Depuis l'année dernière, on a maintenant des cartes. Donc, chaque personne qui utilise des bornes paye avec sa carte. Si, comme vous dites, le département maintenant prend en charge les bornes électriques, parce que remplir le territoire, dans ce cadre-là. Alors, pour l'instant, monsieur le maire, on fait une expérience dans 13 communes. Vous voyez qu'on n'est pas superstitieux. On fait une expérience dans 13 communes. Cette expérience, son bon déroulement a été retardé, mais ça c'est la vie, par quelques petits soucis comme celui qui vient d'être évoqué. Donc je pense qu'on ne pourra faire le bilan de cette expérience qu'au mois de mai ou au mois de juin, disons avant l'été prochain.
Et au vu du bilan de cette expérience, Pierre Bédier, président du conseil départemental, décidera ou non de la généraliser à l'ensemble des communes du département. Les crédits ont déjà été dégagés. Quand on a lancé l'expérience sur 13 communes, le département a déjà mis de côté les crédits pour la généralisation à toutes les communes rurales du département. Mais on ne fera pas la généralisation si le bilan de l'expérience n'est pas bon. Si pour une raison ou pour une autre, je sais pas quoi, comment vous appelez ça, là, le build, oui. Bon, si le build a été mal conçu, il faudra le corriger au minimum. Bon, je ne dis pas qu'on abandonnera purement et simplement l'expérience, mais avant de la généraliser, on l'adaptera dans son contenu, dans ses principes, dans ses fondamentaux, de manière à ce que ça marche mieux que dans la phase expérimentale. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. La phase expérimentale, encore une fois, on a rencontré des difficultés qui sont inhérentes à la vie et parfois à la complexité des structures administratives. Mais le vrai bilan, on le fera au mois de juin ou au mois de mai. On vous en rendra compte dans la dernière Assemblée générale de l'année prochaine. Voilà où on en est sur ce dossier. En ce qui concerne, si je peux compléter, Monsieur le Président. Allez-y. En ce qui concerne votre question, en fait, les bornes du département, elles ne sont pas dans le cadre de la mobilité, puisque ce n'est pas une compétence départementale, c'est une compétence EPCI. Là, c'est dans le cadre de la solidarité, d'où l'accès aux associations, aux élus, aux bénéficiaires du RSA. Donc on a des communes aujourd'hui, c'est le cas de la CCHVC aussi, où il y a des bornes en fait CCHVC, on va dire ça comme ça. Il peut très bien avoir un deuxième dispositif départemental. Après, il ne faut pas non plus multiplier les dispositifs sur une petite commune, parce que ce ne serait pas opportun. Il y a aussi une concurrence frontale, puisque nous, tout ce qui est proposé par le département, tout est gratuit, alors qu'un EPCI ou un syndicat, il peut le faire gratuitement, mais pas forcément non plus en totalité. Voilà. Mais ce n'est pas dans les mêmes compétences, en fait. Mais en effet, c'est sur le site du conseil départemental, avec la mention de 5 € par heure pour les associations. Donc, on va faire modifier cette inscription. Autre question diverses? S'il n'y en a pas, je vais conclure. Nous vivons une période particulièrement compliquée, avec des drames abominables à l'international. Israël, Gaza, et avec des drames à l'international, l'Arménie aussi bien sûr, avec des drames à l'international qui se répercutent malheureusement en France ou dans d'autres pays européens, Arras, Bruxelles. Et j'espère que la liste est close, mais je crains que malheureusement, on n'en ait pas une maîtrise totale. Dans cette période, nos concitoyens sont perdus. Ils sont inquiets, et moi, ma conviction absolue, c'est que ce à quoi ils ont envie de se raccrocher, c'est à leur commune. C'est à leur maire, c'est à leur équipe municipale, parce que vous portez des projets, vous êtes à mi-mandat, vous portez des projets pour vos communes. Ces projets, ils font sens pour vous, ils font sens pour votre équipe municipale, mais ils font surtout sens pour vos concitoyens. Et je crois que ça peut constituer, dans une période qui est compliquée pour nos concitoyens, avec l'inflation, avec des premiers soucis du côté du taux de croissance, du PIB et donc du chômage, qui, on ne le dit pas trop, mais a cessé de diminuer. Dans cette période compliquée, je suis convaincu que la collectivité communale, c'est une boussole formidable pour nos concitoyens. Et c'est vous qui en avez la charge. C'est vous qui avez entre vos mains cette espèce d'inquiétude diffuse de la société française qui fait que nos concitoyens sont perdus, qui ne savent pas très bien où ils vont, mais qu'ils ont compris que le monde devenait de plus en plus dangereux. Eh bien, avec toute l'équipe d'ingénierie, malgré les difficultés financières que j'ai évoquées, qui sont celles du département, nous nous tiendrons plus que jamais à vos côtés pour entretenir la flamme de l'investissement public, la flamme des projets, la flamme qui fait que nos concitoyens sont heureux dans leur commune, dans vos communes. Merci encore.